Viviane, 73 ans, se tenait dans son salon, entourée de 40 ans de souvenirs, et n'avait plus que 48 heures avant l'arrivée du camion de déménagement. Ses enfants adultes vivaient tous à proximité, et elle se retrouvait seule avec des décennies d'accumulation. Tout le monde, y compris elle-même, trouvait ce qui se passait surprenant. En 2 jours, elle a vidé non seulement sa maison de 3 chambres, mais elle s'est sentie vraiment libérée pour la première fois depuis des années. Le secret n'est rien d'autre que cette technique impitoyable qui contredisent tous les conseils que vous avez reçus sur le désencombrement. Ce qui est merveilleux, c'est que n'importe quelle personne âgée, même si elle est surchargée, épuisée ou ne sait pas par où commencer, peut y arriver. Je vais vous dévoiler la méthode précise de Viviane qui a bouleversé la façon dont les personnes âgées abordent le désencombrement. Viviane n'était pas naturellement ordonnée, bien au contraire. Sa maison s'était transformée en un musée de souvenirs qu'elle ne savait plus gérer après le décès de son mari 2 ans auparavant. Cela vous semble familier? C'est pourquoi le récit de Viviane est si captivant. Elle n'a pas passé des mois à se tourmenter pour chaque objet, comme le conseillent généralement les experts en rangement. Elle a plutôt appliqué cette technique paradoxale, spécialement conçue pour les personnes âgées qui ont accumulé des possessions toute leur vie, ont une énergie limitée et sont attachées à leurs biens. À la fin de ce film, vous connaîtrez la feuille de route précise que Viviane a suivie. Pas de blabla, pas de discours réconfortant, juste la réalité nue de ce qui fonctionne vraiment quand on en a besoin rapidement. Mais le plus surprenant dans son approche, c'est autre chose. L'idée de nettoyer toute sa maison peut parfois sembler insurmontable. Faites-moi part de vos principales difficultés dans les commentaires. J'ai vécu exactement la même chose. Inspirée de la médecine d'urgence, la première tactique de Viviane est connue sous le nom d'approche du triage. Vous ne pouvez pas consacrer le même temps à chaque objet, tout comme les médecins ne le font pas pour chaque patient. Cela l'a libérée de la paralysie analytique qui l'avait empêché d'avancer pendant 2 ans. Voici comment cela fonctionne. En seulement 15 minutes par pièce, Viviane a séparé toutes ses affaires en 3 catégories impitoyables. Première catégorie, les objets dont je ne peux pas me passer. Cela comprend les médicaments, les documents importants, quelques objets réconfortants et les produits de première nécessité. Pensez aux boîtes de médicaments, aux documents officiels et à la tasse que vous utilisez tous les matins. Deuxième catégorie, les objets dont je pourrais avoir besoin un jour. La plupart des gens restent coincés dans cette zone dangereuse, c'est pourquoi elle est à vous. Catégorie 3, vous n'y avez pas touché depuis plus d'1 an. Élimination automatique sans exception. La plupart des gens ne vous diront pas cependant l'aspect brutal de cette catégorie. La catégorie 2 reçoit le même traitement que la catégorie 3. Viviane a découvert que peut-être un jour, elle en aura besoin. La peur vous entourera toujours si vous gardez des objets inutiles. Elle s'est autorisée à se tromper sur certaines choses plutôt que de rester enlisée dans le doute sur tout. Elle a commencé par sa cuisine, car c'est l'endroit le plus sensé où les besoins sont clairement visibles. En 15 minutes, elle a trouvé 23 tasses à café, mais elle ne buvait plus que du thé. 3 services de vaisselle qu'elle n'avait pas utilisés depuis le mariage de sa fille en 1987 et suffisamment d'appareils électroménagers pour ouvrir un petit restaurant. Elle fit un tri rapide et impitoyable. Elle garda 2 tasses qu'elle préférait, donna tous les services en porcelaine et jeta 90% des appareils électroménagers, y compris la machine à pain qu'elle n'avait utilisée que 2 fois en 10 ans. Elle prit conscience que, contrairement à ce qu'elle avait toujours pensé, garder des objets au cas où ne la rassurait pas. Chaque fois qu'elle ouvrait un tiroir ou un placard, elle se sentait submergée, emprisonnée et nerveuse. Chaque pièce triée lui donnait plus de courage pour être encore plus impitoyable avec la suivante. À la 3e pièce, elle était vraiment ravie de tout ce qu'elle avait pu se débarrasser. Alors qu'elle n'avait que 6 places assises, le tri dans le salon a permis de récupérer 47 coussins décoratifs, 12 couvertures pour une femme qui maintient sa maison à 24 degrés Celsius et suffisamment de bougies pour éclairer une église. Elle n'allumait cependant jamais de bougies par souci de sécurité. Quelle était la catégorie d'objets qui pourrait occuper le plus d'espace chez vous? A. L'avenir, les appareils électroménagers, les vêtements vintage, les livres que vous ne relirez jamais, les outils que vous n'utilisez plus depuis des années.
Partagez vos réponses dans les commentaires, car la première étape pour sortir du cycle du désordre qui vous prive de votre tranquillité d'esprit consiste à prendre conscience de vos faiblesses personnelles. La deuxième approche de Vivian lui a évité la fatigue qui tue la plupart des projets de désencombrement avant même qu'ils ne commencent. Elle a découvert ce que la plupart des conseils négligents et qui est pourtant essentiel. Avant que la fatigue mentale ne s'installe et que tout devienne accablant, les personnes âgées ont environ 10 minutes d'énergie pour prendre des décisions émotionnelles. Passé ce délai, vous commencez à tout garder car prendre des décisions devient trop épuisant psychologiquement. Elle a ensuite réglé un minuteur sur 10 minutes exactement pour chaque petite zone. Et c'est important, pas par pièce, mais par zone désignée. Un meuble de salle de bain, un tiroir de cuisine, une étagère de placard. Elle s'est arrêtée dès que le minuteur a sonné, même si elle n'avait pas tout à fait terminé. Cette règle unique a mis fin au sentiment d'accablement qui l'avait paralysée pendant 2 années entières après la perte de son mari. C'est pour cette raison que cette approche a été si efficace. 10 minutes ne suffisent de pas pour analyser de manière excessive ses choix. Il faut se fier à son instinct. En général, il sait exactement ce dont on a vraiment besoin, plutôt que ce à quoi on s'accroche par honte, par sens des responsabilités ou par peur irrationnelle. La contrainte de temps, qui était auparavant votre ennemi, devient votre allié. Le premier jour, Viven s'est d'abord attaquée à la commode de sa chambre. Le tiroir du haut, 10 minutes pour passer en revue des années d'objets accumulés au hasard. Elle a découvert des médicaments périmés datant de 1998, 17 stylos qui ne fonctionnaient plus, des cartes de vœux de Noël de personnes dont elle se souvenait à peine, des manuels d'utilisation d'appareils électroménagers qu'elle avait jetés il y a des années et suffisamment de boutons épars pour ouvrir une boutique d'artisanat. Elle a rempli un sac poubelle entier en 10 minutes intensives et a découvert un espace dont elle avait oublié l'existence. Le génie résidait dans l'arrêt. Elle attendait vraiment avec impatience la prochaine session de 10 minutes lorsqu'elle terminait chacune d'entre elles en se sentant encore énergique et l'esprit clair. Elle a transformé le désencombrement d'un marathon impossible en sprint contrôlable qui semblait raisonnable et même gratifiant, au lieu de craindre la pile de bric-à-brac. Mais c'est là qu'elle a eu un choc. Ces séances de 10 minutes ont commencé à s'accumuler assez rapidement. À la fin de la première journée, elle avait terminé 24 séances différentes. Une fois, cela représente 4 heures consécutives de rangement concentré et efficace, sans fatigue, sans sentiment d'accablement ni d'épuisement émotionnel. Elle se sentait pleine d'énergie plutôt qu'épuisée. La stratégie psychologique est ici très astucieuse. Pour tout le monde, y compris les personnes ayant peu d'endurance, souffrant de fatigue chronique ou ayant des problèmes de mobilité, 10 minutes semblent tout à fait réalisables. Vous ne vous engagez pas à courir un marathon exigeant qui pourrait durer toute la journée. Il s'agit simplement d'un petit sprint ciblé que vous pouvez certainement gérer. Elle a préparé du thé, vaqué à ses occupations, regardé quelques minutes de son émission matinale ou simplement se détendu entre 2 séances. Cela lui a permis de rester à jour et d'éviter la lassitude décisionnelle qui pousse beaucoup de gens à abandonner et à tout garder pour ne pas avoir à choisir. Êtes-vous quelqu'un qui tente de s'attaquer à toute une pièce d'un coup, puis abandonne parce que vous vous sentez dépassé ? Dites-moi dans les commentaires comment cela se passe habituellement pour vous, car je parie que l'expérience de Vivian, faite d'épuisement et de frustration, vous semblera douloureusement familière. La troisième astuce est cruelle mais assez brillante. Vivian a agi comme si un parfait inconnu allait trier ses affaires après son départ. Ce genre de réflexion n'a rien de morbide. En fait, je trouve ici une libération psychologique. Elle s'est posé une question fondamentale pour chaque objet. Un étranger saurait-il pourquoi j'ai gardé cela ou penserait-il que je suis une accumulatrice compulsive ? Ce changement de mentalité a tout changé, car il a totalement éliminé la charge émotionnelle personnelle des objets qui la paralysaient depuis des mois. Imaginez que quelqu'un d'autre décide quoi faire de vos affaires. Soudain, vous les voyez avec une clarté parfaite, au lieu d'être aveuglé par le sentiment du devoir, le remords et la nostalgie. Un étranger pourrait jeter ses piles de magazines de 2003 au recyclage sans y réfléchir à 2 fois. Vous vous inquiétez des risques d'incendie, alors vous ne brûlez jamais ces 47 magnifiques bougies, elles sont parties chez quelqu'un qui utilise vraiment des bougies. Viven a utilisé ce test sur ces objets sentimentaux, qui sont ceux qui bloquent le plus les personnes âgées et les font renoncer à leur projet de désencombrement.
Elle avait des boîtes extrêmement jolies et pleines de sens, remplies des dessins de ses enfants à l'école primaire. Mais un étranger conserverait-il 200 dessins au crayon et à la peinture au doigt? Clairement non. Elle s'est débarrassée du reste sans culpabiliser et a conservé les 10 objets les plus uniques qui reflétaient vraiment la personnalité de ses enfants. Le test principal de cette approche concernait les albums photos. Ces 23 albums contenaient des doublons, des photos de vacances floues et des images de personnes qu'elle ne reconnaissait plus. Elle a découvert que la plupart de ces photos n'avaient de valeur que pour elle grâce au test de l'étranger. Et en réalité, beaucoup d'entre elles n'avaient plus beaucoup d'importance pour elle. Elle a réduit ses 23 CD à 3 CD exquis qui reflétaient vraiment son histoire et lui procuraient du plaisir plutôt qu'une obligation. C'est ce qui a rendu cette méthode si efficace. Vous commencez à conserver des objets parce qu'ils améliorent réellement votre vie actuelle. Et non parce que vous pensez que vous devez les garder ou parce que quelqu'un pourrait vous critiquer si vous vous en débarrassiez. Vous éliminez la honte et l'obligation liées à la conservation des objets. Pour ses vêtements, le test de l'étranger s'est également révélé miraculeux. Viven portait des tenues formelles qui ne correspondaient au plus à son style de vie ni à sa silhouette depuis qu'elle avait quitté l'enseignement ainsi que des robes datant d'il y a 15 ans. Un étranger garderait-il des tenues professionnelles pour quelqu'un qui profite d'une retraite heureuse depuis plus de 10 ans? Certainement pas. Elles ont donc été données à des enseignants nouvellement embauchés qui commencèrent leur carrière. C'est toutefois sa grande collection de livres qui en a le plus révélé sur elle. Elle ne lirait honnêtement plus jamais. Elle avait près de 300 romans qu'elle avait lus une seule fois. Des romans d'amour, des manuels informatiques obsolètes, des livres de régime des années 1980 et des livres de développement personnel qui lui avaient été utiles. Le test de l'étranger était sans appel. Garder des livres que l'on ne lit jamais, c'est simplement accumuler des objets sous prétexte éducatif. Le test a même fonctionné avec les ustensiles de cuisine. Un étranger saurait-il pourquoi elle avait suffisamment de Tupperware, 12 spatules ou 8 ouvre-boîtes pour nourrir une petite armée? Sa réponse honnête l'a aidé à faire correspondre son utilisation réelle à ce dont elle avait vraiment besoin. Quelle est la catégorie d'objets que vous conservez et qui n'aurait aucun sens pour un étranger? Répondez en toute honnêteté, jetez-les. Nous nous sentons tous trop coupables de nous séparer de choses qui ne nous sont plus utiles. La 4e méthode de Viven s'attaque à la principale préoccupation qui a poussé les personnes âgées à s'entourer d'objets inutiles pendant des décennies. Que se passerait-il si je ne pouvais pas le remplacer et que j'en avais besoin? Elle a créé ce qu'elle appelle le test de remplacement, qui a complètement détruit la plupart de ses défenses contre l'accumulation. Les 3 questions difficiles posées dans ce test révèlent la vérité qui se cache derrière notre attitude au cas où. Elle s'est obligée à répondre honnêtement pour chaque objet qu'elle hésitait à donner ou à jeter. Premièrement, pourrais-je trouver un autre objet identique demain? Deuxièmement, combien me coûterait réellement le remplacement de cet objet sur le marché actuel? Troisièmement, au cours des 5 dernières années, combien de fois ai-je vraiment eu besoin de cet objet pour quelque chose d'important? La plupart de ces justifications, au cas où, qui la maintenaient prisonnière, ont été méthodiquement démantelées par ce test de réalité. Trier ces 12 tournevis parmi plusieurs tiroirs à bric-à-brac. Si elle avait besoin d'un tournevis de manière imprévue, pourrait-elle en acheter un? Bien sûr, dans n'importe quelle quincaillerie du quartier, y compris dans un magasin à 1 $. Le coût de remplacement de l'ensemble complet était d'environ 15 $, le temps qu'elle aurait réellement passé en 5 ans à chercher. Un tournevis était bien supérieur à cela. Elle a donné les autres et en a gardé un qui était en bon état. Elle a pris conscience que s'accrocher à des objets au cas où lui coûtait en réalité plus cher que de les remplacer régulièrement. Pour économiser 5 $ tous les 2 ou 3 ans, elle payait le prix fort en termes d'espace de rangement, d'angoisse mentale, de temps de nettoyage et de désordre dans sa vie. Le calcul n'avait aucun sens. Vivien a appliqué ce raisonnement impitoyable à son matériel de bricolage. Des boîtes de laine, pour des projets de tricot qu'elle ne commencerait jamais, des chutes de tissus provenant de travaux d'aiguille qu'elle n'appréciait plus, et des fournitures artistiques qui avaient littéralement séché depuis des années. Bien que difficile, cette prise de conscience a été libératrice. Acheter de nouvelles fournitures donnerait de meilleurs résultats que d'utiliser des peintures séchées depuis 1987 si elle décidait soudainement de se remettre à l'aquarelle. Les anciens matériaux ne lui offraient aucune possibilité. Ils ne faisaient qu'encombrer l'espace.
Mais la véritable surprise est venue lorsqu'elle a appliqué cette méthode aux meubles entreposés dans son garage et son sous-sol. Elle avait conservé des chaises de salle à manger au cas où elle organiserait un grand dîner. Il était temps de faire le point. En 8 ans, elle n'avait invité que 4 personnes. Si elle voulait organiser un événement plus important, elle pouvait louer des chaises pour moins cher que le coût annuel du stockage. Son espace de rangement était occupé par ces chaises pour un événement qui n'aurait probablement jamais lieu. Le constat le plus spectaculaire concernait les appareils électroménagers de la cuisine. Elle n'avait utilisé cette machine à pain que 2 fois en 10 ans. Si elle se mettait soudainement à aimer faire son pain, elle pourrait trouver un modèle de meilleure qualité pour 20 $ dans n'importe quel magasin d'occasion. Son extracteur de jus prenait la poussière depuis qu'elle s'était mise au régime en 2015. Chez Walmart, il coûtait actuellement 30 $. Sa cuisine semblait petite et désorganisée tous les jours, car ses appareils encombraient son plan de travail. Sa collection d'outils, assez importante, a subi le même sort. Elle a donné les outils de bricolage qu'elle n'utilisait plus à de jeunes propriétaires qui pourraient vraiment en profiter. Elle a conservé les outils simples et s'est rendu compte qu'à son âge, il était plus judicieux de payer des experts pour les grosses réparations que d'entretenir du matériel qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Voici la réalité, aussi douloureuse soit-elle, la plupart des objets que vous conservez au cas où ne vous seront jamais vraiment utiles. Et dans le monde moderne, les quelques objets dont vous pourriez éventuellement avoir besoin sont facilement et raisonnablement remplaçables. Pour moins de 20 $, à quel objet auquel vous tenez particulièrement pourriez-vous renoncer ? Laissez-le dans les commentaires. Ensemble, faisons le point sur la réalité et débarrassons-nous des objets encombrants et coûteux qui encombrent nos vies. La 5e astuce a permis à Vivian de garder la tête froide et de mettre fin à l'épuisement émotionnel qui ruinait la plupart de ses efforts de désencombrement. Elle a commencé à consacrer son énergie émotionnelle limitée uniquement aux objets et aux décisions qui comptèrent vraiment, cessant de traiter tous les objets comme ayant la même importance. Pour les seniors, c'est absolument vital, car vous n'avez tout simplement pas l'énergie nécessaire pour vous torturer l'esprit à propos de chaque objet de votre maison. Viviane a mis au point une échelle d'investissement énergétique allant de 1 à 10. Et ce système a transformé son approche de manière holistique. Les objets de niveau 1 ne recevaient aucune énergie émotionnelle et étaient directement donnés ou jetés, sans culpabilité ni examen minutieux. Les objets de niveau 10 faisaient l'objet d'une réflexion approfondie, d'un espace de rangement approprié et d'une place de choix dans sa nouvelle existence. Tout le reste a été organisé en fonction de la valeur émotionnelle qu'il représentait pour elle. Sa bibliothèque illustre parfaitement cette approche. Classés dans la catégorie 1, directement destinés aux dons sans hésitation, les romans d'amour qu'elle avait lus une fois et qu'elle ne toucherait plus jamais n'ont reçu aucune note. Les livres techniques de son défunt mari ont obtenu la note de 3. Avant de les emballer, elle a passé 30 secondes à déterminer si ses enfants adultes pourraient les vouloir. Sa grand-mère a attribué la note de 9 à son livre de cuisine manuscrit contenant des recettes familiales. Elle lui a donné une. Place d'honneur dans sa nouvelle cuisine, l'a nettoyée avec soin, l'a recouvert d'une pochette plastique et... Cette approche a permis d'éviter que la plupart des efforts de désencombrement ne provoquent une fatigue émotionnelle. Viviane a appris à déterminer rapidement ce qui méritait son énergie émotionnelle inestimable et ce qui ne méritait absolument pas qu'elle s'y attarde, au lieu de se tourmenter pour chaque objet et de s'épuiser à prendre des décisions sans importance. Elle a fait une percée lorsqu'elle s'est attaquée à son immense placard. Elle ne portait régulièrement qu'une douzaine de vêtements, alors que 67 vêtements étaient entassés dans une pièce conçue pour en contenir peut-être 30. La plupart de ces vêtements obtenaient une note comprise entre 1 et 3 sur son échelle d'énergie, ce qui signifie qu'il lui apportait quelque chose sans drame, sans remords ni conflits internes prolongés. Elle a attribué une note de 8 ou 10 aux quelques vêtements qu'elle aimait vraiment et dans lesquels elle se sentait bien. Utilisez de bons cintres et suffisamment d'espace pour ranger et organiser correctement vos vêtements. Au lieu de passer tout le week-end à redouter cette tâche, son approche méthodique lui a permis de nettoyer toute sa garde-robe en 45 minutes. Mais c'est là que le plan s'est avéré très intéressant. Viviane a découvert que son confort et son bonheur quotidien passaient généralement en premier, et que les objets auxquels elle consacrait le plus d'énergie émotionnelle étaient généralement les moins importants.
Elle s'inquiétait pour des objets décoratifs que personne d'autre ne remarquait, tout en négligeant complètement le désordre fonctionnel qui rendait ses activités quotidiennes désagréables et inefficaces. Le garage est devenu le test final de son approche de la dépense énergétique. Des années d'objets qui pourraient être précieux un jour ont obtenu une note de 1 à 2 sur son échelle d'énergie. Ils ont été jetés sans cérémonie. Des outils de jardinage pour un jardin qu'elle ne cultivait plus à cause de son arthrite. Du matériel de camping pour des voyages qu'elle ne prévoyait plus faire. Des équipements sportifs pour des événements auxquels elle ne pourrait plus participer. Elle a simplement cessé d'investir de l'énergie émotionnelle dans des objets qui ne correspondaient pas à sa réalité actuelle, vidant ainsi 80% de son garage. Le soulagement psychologique a été instantané et profond. On se rend compte qu'on a soudainement beaucoup plus d'énergie pour les choses et les personnes qui comptent vraiment lorsqu'on cesse de consacrer son attention émotionnelle à des objets qui n'améliorent pas notre vie. Vivienne a découvert qu'elle avait l'énergie nécessaire pour appeler ses amis, essayer de nouvelles recettes et même envisager de refaire sa vie. Ses archives ont subi le même traitement. Les déclarations fiscales datant de plus de 7 ans ont obtenu la note 1 et ont été immédiatement détruites. Les documents importants, tels que les polices d'assurance, ont reçu la note 10, ont été classés correctement et rangés. Tout le reste a été rapidement trié en fonction de leur pertinence juridique et pratique réelle plutôt que de vagues inquiétudes quant à leur utilité future. Quels objets dans votre maison vous privant de votre vitalité émotionnelle sans rien vous apporter en retour? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, le simple fait de nommer à haute voix ces vampires énergétiques vous aide à comprendre qu'ils doivent disparaître immédiatement. La 6e astuce de Vivienne a surpris tout le monde, y compris ses propres enfants adultes. Ce n'était plus la personne qu'elle était autrefois ou celle que les autres voulaient qu'elle reste. Elle a commencé à prendre toutes ses décisions de désencombrement en fonction de la personne qu'elle était en train de devenir. L'examen de soi future pose une question assez forte. Est-ce que conserver cet objet me lie à un passé déjà révolu ou est-ce qu'il aide la personne que je suis en train de devenir? Comme la plupart des personnes âgées, s'organisent en fonction de la culpabilité liée au passé ou de la responsabilité de préserver leur ancienne identité, plutôt que de l'enthousiasme pour ce qu'elles sont dans cette nouvelle étape de leur vie, cette approche était vraiment innovante. Viviane a complètement inversé le scénario. Sa vaste collection de tailleurs a été le premier test concret de cette approche. Plutôt que de se demander « Comment puis-je me résoudre à m'en débarrasser ?», elle a commencé à se demander en quoi le fait de garder cet objet m'aide-t-il à devenir la personne que je veux être dans les années qui me restent? Après 30 ans passés à occuper des postes de direction, ces tailleurs reflétaient des décennies de succès, de respect et d'identité professionnelle. Son avenir, cependant, était celui d'une retraitée décontractée qui ferait du bénévolat dans un refuge pour animaux, suivrait des cours d'aquarelle et voyagerait dans des endroits qu'elle n'aurait jamais eu le temps de visiter. Ses tenues ne l'aidaient pas à aller de l'avant. Elle était ancrée dans une identité passée déjà parfaite. Sa collection de livres révélait un autre changement mental important. Elle avait de nombreuses étagères remplies de livres sur le management et les affaires, qui avaient été extrêmement importants pour son évolution professionnelle. Mais son futur moi s'intéressait au jardinage, au voyage, à la photographie et peut-être même à l'écriture créative. Conserver des dossiers professionnels obsolètes ne rendait pas hommage à son brillant parcours. Cela l'empêchait réellement de s'épanouir dans de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles perspectives de développement. C'est ce qui rendait cette méthode si efficace. Se détacher devient exaltant plutôt que douloureux lorsque l'on base ses décisions sur son futur moi plutôt que sur son passé. Viviane ne minimisait pas ses succès passés. Elle libérait un espace mental et physique pour son prochain voyage. L'exemple le plus spectaculaire a été la transformation de la salle de bricolage. Elle a courageusement libéré de l'espace pour l'atelier d'art dont elle rêvait depuis sa retraite, au lieu d'accumuler des fournitures pour des loisirs qui ne l'intéressaient plus depuis des années. Elle s'est débarrassée de tonnes de tissus qu'elle n'avait jamais utilisés et de sa machine à coudre poussiéreuse. Elle a installé un chevalet adapté, des peintures de bonne qualité et a profité de la lumière naturelle provenant d'une fenêtre autrefois barrée. Le moment le plus éprouvant sur le plan émotionnel a toutefois été celui où elle a trié les affaires de son défunt mari. Elle s'est rendue compte que conserver ses affaires exactement comme il les avait laissées ne respectait pas sa mémoire. Cela l'empêchait de se reconstruire et d'aller de l'avant.
Elle a fait don du reste à d'autres familles après avoir conservé les objets les plus sentimentaux qui lui apportaient réconfort et souvenirs heureux. Son mari aurait voulu qu'elle vive, pas qu'elle entretienne un sanctuaire. La rénovation de la cuisine a prouvé l'utilité de cette méthode. Son ancien moi avait besoin d'un équipement culinaire industriel pour les grandes réunions de famille et les réceptions professionnelles. Son futur moi aspirait à un espace simple et calme, idéal pour préparer du thé, cuisiner des repas légers et peut-être cultiver un petit jardin d'herbes aromatiques. Elle a fait de la place pour créer un environnement de cuisine confortable, adapté à son nouveau mode de vie, en donnant les casseroles et les appareils électroménagers de qualité professionnelle. Ce test fonctionne parce qu'il vous donne toute liberté pour évoluer et vous adapter plutôt que de rester enlisé dans les tendances du passé. Faire place à de nouvelles expériences ne signifie pas trahir vos succès passés. Vous respectez la sagesse et l'épanouissement qui accompagnent le vieillissement et les changements. De quoi cette nouvelle personne a-t-elle besoin pour s'épanouir dans le temps qui vous reste? Qui êtes-vous dans le futur? Écrivez votre vision dans les commentaires. Parfois, le fait de déclarer publiquement votre identité future vous donne la confiance nécessaire pour vous débarrasser de ce qui ne sert plus votre développement et vous aide à réaliser cette transition. La septième et dernière astuce de Viviane a scellé sa métamorphose totale et mis fin aux regrets qui sapent de la plupart des tentatives de désencombrement. Pour chaque grande catégorie d'objets qu'elle a dévoilée, elle a conçu des cérémonies de clôture significatives. Il ne s'agit pas simplement d'une mesure pour se sentir mieux. Pour les personnes âgées qui font leurs adieux à une vie de souvenirs accumulés et d'objets précieux, c'est une nécessité psychologique. Viviane a pris la décision délibérée d'honorer ce que ces objets avaient signifié dans sa vie avant de leur faire ses adieux, plutôt que de les jeter discrètement dans des sacs poubelles comme si elle faisait quelque chose de honteux. Cette méthode cérémonielle a transformé le remords en gratitude et a mis fin aux doutes qui poussent les gens à récupérer des objets dans les sacs de dons de dernière minute. Elle a conçu un événement pour célébrer sa carrière afin de se débarrasser de sa vaste garde-robe professionnelle. Elle a passé 10 minutes à serrer contre elle son tailleur préféré et à se remémorer les moments les plus fiers de sa carrière. La promotion qu'elle avait obtenue, les négociations difficiles qu'elle avait menées à bien, les équipes qu'elle avait guidées vers la victoire. Elle a ensuite béni ses vêtements afin qu'une autre femme puisse réaliser ses propres aspirations professionnelles et les a donnés à une association caritative qui aide les femmes à entrer sur le marché du travail. La cérémonie du livre a pris une grande importance. Elle a rédigé de courtes cartes de remerciements aux auteurs qui avaient façonné sa pensée. Au lieu de simplement jeter des cartons au centre de dons de la bibliothèque, elle glissa ces mots dans les livres. « Je vous remercie de m'avoir aidé à apprendre le leadership. Ce livre m'a aidé à traverser mon divorce. J'espère qu'il sera utile à quelqu'un d'autre. » Les futurs lecteurs tombèrent sur ces mots et nombreux furent ceux qui la contactèrent pour lui dire à quel point ces remarques avaient été importantes pour eux. Mais c'est la cérémonie des photos qui fut la métamorphose la plus émouvante. Sachant que ses souvenirs vivraient à jamais dans son cœur et non dans des boîtes en carton encombrant son placard, elle a organisé ce qu'elle a appelé une célébration de la mémoire, au cours de laquelle elle a remercié chaque lot de photos d'avoir immortalisé des événements inestimables, puis les a libérés au lieu de jeter les doubles à la poubelle comme des déchets indésirables. Cette cérémonie lui a permis de tourner la page et de ne plus se sentir coupable. Sans ces cérémonies, Vivien se surprenait à remettre en question ses décisions et à vouloir sauver des objets destinés aux dons. Plutôt que d'être vécues comme une perte, ces cérémonies ont rendu chaque décision définitive, sereine et véritablement significative. La cérémonie la plus extravagante a été celle consacrée aux œuvres d'art de ses enfants adultes. Elle a créé un magnifique album numérique intitulé « Les chefs-d'œuvre de mes enfants », a photographié chaque œuvre qu'elle ne conservait pas, puis a officiellement remercié chaque dessin pour le bonheur qu'il lui avait procuré avant d'imprimer les versions papier. Elle a partagé l'album numérique et ses enfants adultes ont fondu en larmes. Soudain, ils ont eu accès à leur créativité enfantine comme jamais auparavant, et les souvenirs ont été conservés de manière permanente sans avoir besoin d'espace de stockage physique. La cérémonie la plus inattendue a été celle organisée pour les objets cassés, usés ou obsolètes. Viviane a organisé des cérémonies de retraite au cours desquelles elle a rendu hommage à ces objets dévoués pour leurs années de service avant de les laisser reposer en paix
soulageant ainsi la culpabilité liée aux objets irréparables. Avant de se débarrasser de son pull usé qu'elle aimait tant, elle l'a remercié de l'avoir gardé au chaud pendant de nombreux hivers. Même les ustensiles de cuisine ont été traités avec cérémonie. Avant de donner des milliers de repas familiaux à une jeune voisine qui commençait à cuisiner, elle a remercié les bols à mélanger de sa mère pour l'avoir aidée à les préparer. Elle a serré une dernière fois sa vaisselle de mariage avant de la donner à une autre famille pour l'aider à créer ses propres souvenirs, en se remémorant les dîners et les fêtes de fin d'année. Le rituel le plus important concernait les objets liés à son défunt mari. Elle décidait de garder ou non chaque objet significatif après avoir organisé une célébration de l'amour au cours de laquelle elle racontait à haute voix un souvenir particulier et se demandait s'il lui apporterait du réconfort ou de la peine. Les objets réconfortants restaient, les objets douloureux étaient sanctifiés et donnés à d'autres familles. Au bout de 48 heures, Viven avait accompli des dizaines de petits rituels significatifs. Elle n'oubliait pas son passé ni ne dénigrait ses souvenirs, qu'elle réitérait un à un. Elle appréciait son parcours de vie et laissait de la place pour les aventures à venir. Avez-vous déjà éprouvé des remords en vous séparant d'objets qui vous étaient en chair? Dites-moi dans les commentaires quel type de cérémonie vous permettrait de vous défaire de vos biens avec amour et gratitude plutôt qu'avec culpabilité et sentiment de perte. Viven était parfaitement prête lorsque le camion de déménagement est arrivé exactement 48 heures plus tard. Mais ce n'étaient pas ces pièces vides qui constituaient la véritable métamorphose. C'était son sens nouvellement découvert des possibilités et de la liberté. Elle a fait ses adieux à une vie de souvenirs, a emballé uniquement ce qui convenait vraiment à son futur moi et a envoyé 12 camions remplis d'affaires à des familles dans le besoin. 3 mois plus tard, Viven a téléphoné depuis son nouvel appartement. Elle m'a transmis un enseignement que je n'oublierai jamais. Même si je vidais véritablement ma vie pour commencer un nouveau chapitre, j'avais l'impression de simplement ranger ma maison. Elle est actuellement bénévole dans 3 associations différentes, donne des cours d'art dans un centre pour personnes âgées. Et oui, elle a rendez-vous avec quelqu'un pour la première fois depuis 20 ans. Ces 7 techniques impitoyables ont servi à bien plus qu'à désencombrer. Elles l'ont aidé à prendre conscience de son identité en pleine mutation. C'est là le véritable secret. Désencombrer, ce n'est pas jeter des objets. C'est faire de la place pour la vie que vous voulez vraiment. Cliquez sur j'aime dès maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui si l'histoire de Viviane vous touche. Ces 7 techniques ne fonctionnent que si vous les appliquez réellement. Par quelle astuce allez-vous commencer? Dites-le moi dans l'espace prévu pour les commentaires. Je réponds à chacun d'entre eux. Et cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche d'alerte si vous voulez vraiment redémarrer votre vie de senior. Chaque semaine, je propose de nouvelles techniques spécialement conçues pour ceux qui veulent écrire le prochain chapitre de leur vie comme le meilleur chapitre